Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce balado de sciences humaines. Je suis Isaac Smith, étudiant en sciences humaines, et je serai accompagné de mon co-animateur, Zachary Deschaines, aussi étudiant en sciences humaines, ainsi que de nos deux invités, Olivier Lacroix en informatique et Cassandre Pellerin en technique policière. Le sujet de notre balado portera sur deux principaux phénomènes. De un, il sera question d'Amazon vu sur un regard capitaliste, ainsi que de la télé-réalité, plus spécifiquement l'émission Occupation Double, aussi vue sous le regard du capitalisme. Nos invités pourront répondre aux questions et réagir aux différents sujets qui leur seront présentés tout le long du balado. Donc ça nous donnera un deuxième point de vue sur la situation par rapport aux recherches qu'on aura effectuées. Donc sans plus tarder, je vais laisser la parole à mon co-animateur Zachary pour nous présenter son sujet Amazon. Bon, ben moi, je commencerai par une question pour nos invités. C'est juste une question de un peu de connaissances, quelque chose comme ça. Selon vous, c'est quoi le pourcentage des ventes d'Amazon, mettons, en ligne, parmi toutes les ventes en ligne, c'est quoi les parts des ventes d'Amazon aux États-Unis? Ça représente combien de pourcents? quand même gros, là, d'après moi, je sais pas. La majorité. Ouais, peut-être au moins la moitié. Ben, on est sur du 40%, mais son plus grand concurrent, c'est Walmart, à 5%, mettons. Fait que ça fait quand même, tu sais, une grande différence. Puis, jamais j'avais un extrait pour montrer ça. Fait que... Une des conclusions de la récente enquête américaine est qu'Amazon est devenu quasi incontournable. Amazon accapare presque 40% des ventes en ligne aux États-Unis contre 5% seulement pour Walmart, son principal compétiteur. Si je me lance une marque en 2021, j'ai presque pas le choix d'au moins faire un bout sur Amazon. Ça fait que, ben, à ce stade-là, ils sont tellement présents sur le marché qu'on peut quasiment parler d'un monopole, sans le dire, parce qu'ils passent à travers les mains du filet, il y a quand même des lois qui empêchent les monopoles, puis des affaires comme ça, mais ça reste quand même que, avec cette partie-là, comme l'extrait dit, si tu as une entreprise, tu n'as pas le choix de passer par là, parce que si tu essaies de faire ton propre site en ligne ou quelque chose comme ça, ben, tu vas juste te faire engloutir par le géant Amazon. Puis justement, pour maintenir ce monopole-là, ils utilisent plusieurs procédés ou whatever qui leur permettent d'être dans cette position-là, comme des techniques assez douteuses sur un peu du plagiat. J'ai vu justement dans ce reportage-là qui est très bon si jamais vous voulez aller l'écouter. Ils ont parlé d'une entreprise qui s'est fait comme un peu plagier son produit. Amazon leur fait le produit à l'identique. Ils ont juste changé les logos puis tout, puis ils l'ont vendu sur leur site, mais moins cher. Fait que c'est un peu abusif comme technique pour Amazon, vraiment de faire ça. Puis ils ont aussi manipulé la fiche de produit de certains vendeurs en changeant par exemple des prix ou comme ils voulaient. Et que pour consommer sur Amazon, je vais montrer des statistiques qui prouvent qu'ils sont quand même assez gros dans le milieu. Et que en 2021, la valeur de la compagnie c'était à peu près 2 billions de dollars. Il y avait plus de 310 millions d'utilisateurs dans le monde. Puis ils exportent dans plus de 100 pays. Fait que c'est quand même assez énorme. Puis aux États-Unis, c'est pas mal aussi. C'est pas mal plus présent, même s'ils exportent partout. Puis ils détiennent plus de 90% de la part des marchés dans plusieurs milieux, comme les piles, la cuisine, la salle à manger, puis les outils de bricolage. Et que pour finir sur la description de mon enjeu, je vais parler des acteurs qui sont impliqués. Premièrement, il y a les cadres qui influencent les décisions dans l'entreprise, même si dans l'échelle des différents dirigeants, ils ont plusieurs vétos, il y a surtout les cadres qui influencent les décisions. Il y a les consommateurs aussi qui subissent l'imposition des prix, parce que quand tu as un monopole sur une certaine part de marché, tu peux imposer les prix, tu décides ce que tu veux. Il n'y a personne qui peut venir défier ton influence, fait que tu mets ce que tu veux comme prix. Puis il y a les vendeurs tiers justement qui subissent les techniques d'Amazon, comme je l'ai parlé plus tôt là-dessus. Puis les entreprises concurrentes qui peuvent juste quasiment rien faire sous Amazon, qui sont obligées justement de vendre sur Amazon pour essayer de survivre. Puis pour les auditeurs qui seraient intéressés à écouter le reportage, est-ce qu'on pourrait avoir le nom? Oui, c'est Derrière le sourire d'Amazon. C'est un reportage de Radio-Canada. C'est très intéressant. Ça se trouve facilement sur Internet, j'imagine. Oui, là, sur YouTube. Et que moi, je vais enchaîner sur les causes de mon enjeu. J'avais une petite question encore pour nos invités. D'après les informations que je viens de vous dire, c'est quoi les causes possibles justement de ce monopole-là?
c'est qu'est-ce qui peut causer ça, selon vous? Pourquoi Amazon est aussi dominant dans Ouais. le film, ça? Ben, je pense qu'il y a beaucoup du fait aussi que c'est accessible pour tout le monde, puis que c'est souvent pas très cher, c'est moins cher que localement ou sur d'autres sites la plupart du temps. Ouais. Je peux me permettre, je pense qu'ils ont aussi un grand réseau de distribution là, avec beaucoup de camions là, puis de personnel à leur service, là, puis plusieurs points de dépôt, là, il me semble. Fait que moi, je vais enchaîner sur la description des causes que j'avais trouvées pour mon travail. J'avais pour commencer la numérisation puis la publicité. Ben, de nos jours, on sait que pas mal tout est rendu sur le numérique. Même si il y a certains magasins encore physiques puis il y a beaucoup de monde qui s'y rendent. Amazon n'ont pas pris cette méthode-là. Ils ont vraiment pris en ligne. Puis ça touche beaucoup de monde. T'sais, vraiment, il y en a qui ça leur tente pas de sortir de chez eux, whatever. Fait qu'ils vont commander sur Amazon. Mais ils se dérangent pas avec ça. Puis c'est ça accentue vraiment les ventes en ligne. Puis en général, vu que c'est eux qui ont pas mal de monopole, cette numérisation-là, ça fait que le monde s'en va vers là. Puis il y a aussi la publicité, que justement, vu que tout est numérisé, whatever, quand tu vas sur ton téléphone ou tu écoutes la télé, tu vois des publicités popper, fait les gens, ils sont surtout influencés par ça, et qu'ils voient une publicité d'Amazon ou juste un produit, et qu'ils vont regarder s'il l'a sur Amazon, puis on va commander. Ça fait que Amazon, c'est la vie géant, puis que tout le monde. Puis aussi, comme deuxième cause, ben, j'ai marqué que les concurrents, parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrents, justement, Amazon, à proprement parler, justement parce que c'est un peu les seuls qui sont vraiment juste en ligne. On enlève les entreprises chinoises comme Temu ou Wish, voilà comme ça. Tu parles de, justement, le plus grand concurrent d'Amazon, c'est Walmart, puis la plupart des ventes de Walmart, c'est encore en magasin. Ils n'ont pas forcément de... Ils ont un site en ligne, mais le monde, ils vont plus en magasin, puis c'est plus les personnes, je vais pas dire vieilles, mais c'est les personnes plus âgées qui vont encore en magasin. Ça fait que en ligne, ce magasin-là, il est pas tant populaire contrairement à Walmart, à Amazon. Puis pour finir, mettons pour ma dernière cause, j'ai la variété d'Amazon. On s'entend que tu peux trouver pas mal de tout sur Amazon. Il n'y a pas besoin d'argumenter là-dessus, c'est vraiment connu. Là. Puis la vente à perte, je sais pas si vous savez c'est quoi la vente à perte. On peut appeler ça aussi du dumping. C'est illégal, mais mettons qu'Amazon réussit sur certains articles à passer par-dessus les lois. Fait que dans le fond, c'est de vendre des produits en dessous du coût de production pour éviter toute concurrence, pour garder le monopole sur certains produits. Fait que moi, j'ai trouvé ça comme cause pour garder leur monopole. Je trouve que c'est assez pertinent. Je sais pas ce que vous en pensez. Très pertinent. Je vais enchaîner sur les conséquences de ce monopole-là sur différentes personnes. À chaque fois que je change de sujet, j'ai une question pour vous, fait que ça ne changera pas là-dessus. Justement, d'après vous, c'est quoi les conséquences que tout ce monopole-là peut causer sur n'importe qui, genre sur les consommateurs, sur d'autres entreprises ou whatever? Ben, évidemment, comme tout monopole, les prix montent. Donc, finalement, en tant que consommateur, c'est nous qui payons le prix au final. Là. Puis c'est le fait que Amazon soit aussi dominant, c'est un peu dur d'avoir de la variété ou quelconque, fait que les prix ils redescendront pas, parce qu'il n'y aura pas de concurrence, justement. Sinon, Ben, justement, c'est beaucoup plus difficile de se starter, mettons, une entreprise que tu veux commencer à vendre tes produits en ligne parce que justement, ben, il y a Amazon qui est vraiment plus présent, fait que ça t'écrase un peu, fait que t'as pas vraiment la chance. Comme tu disais tantôt, il faut passer par Amazon si on veut pouvoir faire de l'argent, faire du profit. ça nuit aussi à l'économie locale, là, dans un sens, parce que, je veux dire, si je veux acheter, mettons, whatever, je sais pas, un t-shirt ou whatever, ce que je vais acheter en ville, ben, si j'achète une compagnie locale, ben, ça va être probablement pas mal plus cher que si j'achète sur Amazon. Parce qu'Amazon peut se permettre de le vendre pour moins cher. Tu sais, Zach, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je pense qu'ils ont volé toutes mes idées. Là. Ok. Je vais te laisser continuer. T'avais un peu raison que tes prix. Moi, j'avais comme conséquence l'imposition des prix parce que justement, quand tu as un monopole, tu décides de tous les prix. T'as pas de personne qui peut venir concurrencer là-dessus ou le vendre moins cher, whatever. Fait que tu décides tout. On parle là de tous les produits qu'ils vendent, mais aussi de la livraison. Parce que même s'il y a beaucoup de sites en ligne qui offrent la livraison ou des affaires comme ça, Amazon, c'est quand même le plus gros. Fait que les prix de livraison, c'est eux qui choisissent pas mal. Puis là-dessus aussi, ça peut influencer sur une autre affaire que si eux choisissent le prix de livraison, ils peuvent le monter. Puis Amazon, ils ont Amazon Prime, vous savez c'est quoi? Ouais. Fait que si le prix de la livraison monte, les gens vont plus acheter l'abonnement pour avoir la livraison gratuite. Puis ben, c'est une roue sans fin. Là. Puis là-dessus, en parlant des monopoles puis de l'imposition des prix, j'avais un extrait
extrait là-dessus de mon entrevue. Ouais, donc ça veut dire, si tu as des entreprises qui ont des chiffres d'affaires qui sont si importants et quasiment aussi importants que certains pays, enfin que le PIB de certains pays, ce que ça veut dire, c'est que tu as des entreprises qui sont centrales dans l'économie mondiale et dans les chaînes de valeur mondiales. Et donc, avoir des joueurs aussi gros dans les chaînes de valeur mondiale, ça va induire une forme de fragilité. Ça va fragiliser les réseaux parce que ça veut dire que certains de en tout cas, tes réseaux, ils sont très dépendants d'une poignée de joueurs. Et donc, s'il se passe quelque chose sur un de ces joueurs, et ben, ça va se propager à l'ensemble de l'économie. Donc là, tu vois que avoir des très, 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 très grosses entreprises, ça crée une forme de fragilité. Par ailleurs, ces très très grosses entreprises, ça génère ce qu'on appelle de la concentration économique, la concentration de l'activité économique. Et ça peut poser des problèmes en termes de concurrence. Pourquoi? Parce que ces grosses entreprises, souvent, elles sont en situation de monopole. Et on sait que les situations de monopole, ça leur permet notamment de fixer des prix plus élevés, etc. Et donc ça se fait au détriment des consommateurs. Bon, ben avec cette magnifique partie de l'entrevue que j'ai eue avec le professeur d'économie Martin Julien à l'UQAM, qui prouve bel et bien que les monopoles peuvent avoir des problèmes sur l'imposition des prix, je vais enchaîner sur ma deuxième conséquence que j'avais trouvée, ce qui est les conditions de travail puis les pratiques antisyndicales qu'Amazon peuvent employer pour qui est une conséquence du monopole d'Amazon. On sait que quand il y a un monopole ou whatever, n'importe quelle compagnie avec un système un peu plus capitaliste va chercher toujours à aller chercher plus de capital au détriment de ses employés, malheureusement. Puis on en voit quand même la preuve avec Amazon, surtout avec les pratiques antisyndicales qu'ils peuvent avoir, mettons, comme je prends l'exemple des entrepôts d'Amazon qui ont fermé au Québec, qui ont fait perdre quasiment 2000 emplois. C'est quand il y a une couple d'employés qui ont décidé de syndicaliser ou de faire appel à des syndicats. Bon, Amazon ont décidé de fermer l'entrepôt. Ils ne se sont pas posé de questions, whatever. Puis ça, personnellement, je trouve que c'est pas tant éthique là, pour une entreprise de faire ça, là, de priver de nombreux employés de travail comme ça, surtout avec le problème qu'on peut avoir au Québec, là, pas nécessairement là-dessus. Bon sujet, mais ça reste que c'est une conséquence assez majeure du monopole d'Amazon sur le marché en ligne, etc. Bon, je vais enchaîner sur les solutions que j'ai trouvées pour ce problème-là. Puis, moi, je vais commencer par vous poser la question, quelle solution on pourrait employer, selon vous, pour pallier ce problème de monopole-là? Parce qu'on a déjà des lois, des affaires comme ça, mais il faut quand même trouver de quoi pour empêcher ça, parce que c'est un peu majeur. Il faudrait que nous, en tant que consommateurs, il faudrait qu'on commence à faire des mouvements où on irait plus supporter des compétiteurs ou d'autres compagnies peut-être, ou supporter dans l'économie locale par exemple, parce qu'on ne dépendrait plus du marché en ligne. Puis toi, Isaac, qu'est-ce que t'en penses? Peut-être une sorte de police peut-être qui viendrait surveiller les activités d'Amazon parce que, comme tu l'as mentionné tantôt, on sait qu'ils ont certaines pratiques qui sont plus ou moins légales dans leur... Puis il n'y a pas tout le monde qui ont l'argent pour poursuivre ce genre d'entreprise-là non plus en cours, en justice justement. Donc le fait que oui, peut-être des lois, mais aussi peut-être une intervention plus de l'État dans ces procédures-là pour protéger non seulement, comme Olivier l'a mentionné, la consommation locale, mais aussi le droit des citoyens, en fait, le droit des consommateurs d'avoir cette protection. J'aime bien vos points de vue, mais moi j'étais parti plus sur une vision gouvernementale, mettons des solutions gouvernementales, plus au niveau des lois, etc. J'étais parti sur une refonte des lois ou mettons d'un ajout de lois. Parce qu'il y en a déjà qui existent, par exemple ceux-là sur le dumping où il y a des lois sur le monopole, par exemple l'article 79 sur l'abus de position dominante. Mais on pourrait juste revoir ces lois-là ou en ajouter d'autres qui pourraient être encore plus strictes pour éviter justement d'Amazon de passer à travers les mains du filet, parce que c'est notamment ce qu'ils font. Puis on pourrait aussi ajouter des lois sur la protection des consommateurs, justement, pour éviter certaines choses qu'ils font qui n'est pas très légales, mais qui passent quand même à travers. Ou encore, ajouter une loi sur la protection des petites entreprises qui font affaire avec Amazon. Parce que j'ai l'impression que dans le processus, c'est souvent eux autres qui se font attraper puis qui sont souvent un peu pris au dépourvu. Comme par exemple, quand une entreprise se fait retourner un produit que quelqu'un aurait acheté,
ben Amazon ne fait pas vraiment de vérification, whatever, puis il rembourse tout de suite. Mais quelqu'un pourrait renvoyer une boîte vide ou quelque chose comme ça. Puis ben Amazon, il se fout un peu des petites entreprises là, qui, eux, ils reçoivent une boîte vide, ils ont perdu, exemple, 50$, puis Amazon, ils s'en foutent un peu. Eux, ils ont eu leur argent de l'entreprise par intérêt ou je sais pas trop quoi. Puis, ben, même si c'est juste 50$, ça peut faire beaucoup d'influence sur le chiffre d'affaires d'une petite entreprise qui vient de commencer ou whatever. Fait que juste des lois pour aider ces entreprises-là ou encore pour éviter de laisser un trop gros monopole à Amazon, ça pourrait être intéressant. Puis, comme deuxième solution, j'avais trouvé de peut-être soit financer ou ajouter un concurrent direct à Amazon. Par exemple, financer une entreprise qui pourrait peut-être venir concurrencer Amazon ou justement en ajouter une s'il n'y en a pas déjà une. Fait que moi, je trouve que ça pourrait créer peut-être un équilibre sur le marché pour revenir à un équilibre plus stable puis que justement Amazon redescende dans les pourcentages des ventes puis que ça s'équilibre avec une autre entreprise. Retirer un peu la situation de monopole de l'entreprise. Puis rééquilibrer les prix puis peut-être que ça ferait baisser les pratiques abusives d'Amazon. Fait que moi, je vais finir là-dessus avec une dernière question sur qu'est-ce que vous pensez en général de mes solutions. Est-ce qu'on pourrait peut-être bonifier celle-là ou je sais pas comment qu'on pourrait faire pour que ces solutions-là soient plus pertinentes comme ça. Je sais pas. Ouais, je trouve ça intéressant, mais je pense que l'idée de financer ou de créer un compétiteur à Amazon, c'est quand même quelque chose qui serait difficile. C'est quand même tout qu'un exploit à faire. Là. Ouais. Parce qu'Amazon, c'est quand même très géant. Là. Puis aussi au niveau des droits internationaux, comme on a vu, le financement de certaines entreprises par des gouvernements peut être sujet à débat, surtout au niveau du commerce international, des institutions qui s'occupent du commerce international. On peut juste avoir l'exemple de Bombardier et de Boeing aux États-Unis qui ont poursuivi Bombardier, qui est accusé d'être financé par le gouvernement canadien. Il recevait des subventions, donc au niveau de ce cadre légal-là, il pourrait peut-être avoir certaines difficultés. Mais la solution est très envisageable. Il faudrait peut-être que ce soit contribué par des consommateurs en tant que tels ou des citoyens plus que par l'État pour rendre ça réalisable. Peut-être justement financé par une organisation mondiale pour que ce soit moins un peu visé par un État parce que si on parle d'Amazon, c'est un peu mondial, fait que je ne vois pas si vraiment ce serait au gouvernement des États-Unis de gérer là-dessus ou si ça serait, mettons, peut-être pas l'ONU, mais je sais pas, une organisation économique. Là. Le Forum économique mondial. Ouais, quelque chose comme ça, peut-être la Banque mondiale ou whatever comme ça. Fait que sur ça, je vais laisser la parole à l'animateur principal, Isaac, qui va présenter son sujet, les téléréalités. Ben merci beaucoup Zachary pour cette magnifique présentation sur Amazon. On en a sûrement appris un petit peu. Donc sans plus tarder, je vais poursuivre sur mon sujet, donc les téléréalités, comme mentionné durant l'introduction. Je vais me concentrer davantage sur Occupation Double parce qu'au courant de mes recherches, il s'est avéré que le sujet, en tout cas les téléréalités portant sur la romance ou en tout cas tout ce qui est les relations amoureuses était extrêmement étudié par les scientifiques. La télé-réalité fait partie de ce qui s'appelle la culture de masse. Qu'est-ce que la culture de masse? Eh bien, la culture de masse, c'est par définition un processus de massification des pratiques culturelles, selon les dictionnaires que j'ai pu consulter. Donc, simplifié, en version simplifiée, qu'est-ce que cela veut dire? C'est qu'on cherche à présenter un très grand nombre de la culture. Donc, beaucoup de culture standardisée. Ça veut dire qu'elle est accessible à la majorité de la population. Puis, on cherche à la présenter, mais aussi à la commercialiser. Ça veut dire qu'on veut tirer du profit de cette culture-là. Donc, c'est ça qu'on va appeler la culture de masse. C'est un grand pamphlet de la culture qu'on va chercher à venir chercher des profits sur ce phénomène, justement. Donc, la télé-réalité fait partie de la culture de masse. Sans plus tarder, justement, je vais vous faire écouter un petit extrait audio de l'émission Occupation Double. Normalement, tout le monde devrait connaître cette magnifique chanson.
Donc, c'est ce joyau de la culture de la chanson québécoise que vous venez d'entendre. J'imagine que vous le connaissez un peu toutes déjà. J'ai entendu, ouais. Bon, on l'a déjà entendu, mais je pense pas qu'autour de la table, on est des grands consommateurs d'occupation double. Fait que tu vas pouvoir nous en apprendre un peu plus. Eh bien, il y a 1,8 million de Québécois qui vous jugent en ce moment, les amis. Tenez à le savoir. Parce que oui, les codes d'écoute se comptent en centaines de milliers pour cette émission. Donc, c'est justement pourquoi elle fait partie de ce qu'on appelle la culture de masse. Donc, oui, Occupation Double, parce que justement, comme je le disais au début, mes recherches m'ont porté vraiment vers cette émission. Aussi, en France, il y a Love Story, au début des années 2000, qui a eu beaucoup d'études dessus aussi. Puis, je me suis rendu compte, en faisant mes recherches, puis en faisant mes analyses, que, eh bien, c'est beaucoup plus dommageable qu'on pourrait le penser sur la société, puis en particulier sur nos jeunes enfants, les jeunes adolescents aussi. Sans plus tarder, je vais vous poser ma première question. Donc, est-ce que vous savez, une estimation à peu près, quelle catégorie de personnes regardent cette émission en majorité? J'ai nommé adolescents, enfants, on pourrait-tu avoir une catégorie d'âge? 14-16 ans. 14-16 ans. 15-25. 15 à 25. Ouais, dans ces coins-là. Dans ces coins-là. Ado, jeune adulte, peut-être. Jeune adulte. Ado, jeune adulte. Eh bien, j'ai eu la chance de parler à peut-être le spécialiste de la télé-réalité au Québec et on va écouter ce qu'il a à nous dire sur le sujet. Tu me dis pourquoi il y a un attrait pour les personnes très jeunes, pourquoi qui ça intéresse et pourquoi. Ça a été démontré que par les codes d'écoute là, puis l'analyse fine des codes d'écoute qui regardent ces émissions-là, que une émission par exemple comme Occupation Double a un très grand attrait chez les très jeunes filles. Donc, quand je dis très jeune fille, là, c'est 11, 12, 13 ans. Hein, c'est très populaire. Ouais, très, très populaire. Bon, évidemment, il faut qu'elle soit dans un foyer où les parents permettent de regarder ces émissions-là. C'est pas nécessairement toujours le cas, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une assez grande liberté qui n'était pas nécessairement le cas quand moi j'étais jeune. Il y avait beaucoup de contraintes par rapport à ce qu'on avait le droit de regarder et de pas regarder. Mais aujourd'hui, c'est plus libre. Donc, ces jeunes filles-là, souvent, se retrouvent devant la télévision en même temps que leurs frères, sœurs, parents à regarder l'émission. Donc, c'était le professeur Pierre Barrette à l'Université de Montréal, le département des médias, qui vient de nous expliquer quelque chose d'assez perturbant, en tout cas en regardant le regard de mes invités et de mon co-animateur. On peut voir l'expression de surprise sur leur visage. Donc, que pensez-vous de ce que M. Barrette vient de nous dire? Bon, c'est quand même surprenant. Puis, c'est pas... Je me serais plus attendu si c'est des gens un peu plus vieux que ça. C'est quand même quelque chose qui pourrait... je sais pas, mais mettons je serais plus vieux puis j'aurais des enfants, là, je trouverais ça un peu particulier que ma fille de 11, 12, 13 ans écouterait ça. Là, je m'attendrais plus à ce qu'elle écoute ça quand elle a au moins 16, 18 dans ce coin-là. Ouais, je pense que ça peut être un peu préoccupant aussi parce que ça peut avoir une mauvaise influence sur ce que les jeunes se font, peut-être plus d'une relation. Parce qu'on s'entend que les relations, c'est pas nécessairement des relations normales que tu as dans la vie de tous les jours. Je pense que ça peut vraiment les affecter, surtout à cet âge-là, où ce que tu commences à t'intéresser à ces choses-là. Ça peut avoir des effets négatifs sur eux, là. Je pense que Mademoiselle Pellerin vient de toucher un point important de la présentation, que je vais revenir, inquiétez-vous pas, chers auditeurs, plus tard. Et que pense notre co-animateur? Je pense que c'est quand même choquant. Là. Il y a des choses dans ces émissions-là. Je ne dis pas que c'est grave, là, ces émissions-là, mais il y a certaines scènes ou certaines choses qu'il y a des filles de 11 ans n'auraient pas forcément voir ou entendre. Fait que je trouve que, je sais pas, il devrait peut-être avoir plus d'avertissement ou d'empêchement. Un petit peu moins accessible. Ouais, c'est ça. Peut-être les mettre un petit peu plus tard le soir. Je sais pas, quelque chose qui pourrait aider ça. C'est des points très pertinents que vous relevez là, en réalité. Donc, oui, donc exactement. Donc, c'est vraiment des jeunes filles, très jeunes filles qui regardent, qui est le principal public, en fait, de cette émission-là. Donc, c'est un public qui est principalement féminin, jeune public féminin. Pourquoi ces jeunes filles regardent ce genre d'émission? Comme M. Barrette l'a précisé, c'est au niveau des parents. En fait, dans les foyers, certains parents permettent justement à leurs enfants de regarder ce genre d'émission-là.
Et ça vient un peu normaliser le phénomène. Donc on vient montrer, comme Cassandre le soulevait tantôt, ces sortes de relations-là. Donc oui, si les parents ne font pas d'avertissement ou que même les missions font de la publicité, des annonces, on passe ça à des heures qui sont quand même des heures, je dirais pas de grande écoute, mais on va revenir là-dessus. Oui, on vient montrer comme cette relation est normale. Et ces jeunes filles vont se servir de ces modèles. En fait, ils vont utiliser ces femmes-là comme modèles pour leur relation. Et je suis tombé sur quelque chose de très intéressant, une étude qui a été publiée au début des années 2000, en fait au début du phénomène d'occupation double. Donc, identifiant la construction des adolescents et adolescentes, l'altérité joue sur les mécanismes de présentation du soi et d'identification. Donc, je cite Mme Fromet en 2005. Et le rôle de régulateur du comportement sexuel et génétique de la fillette, et générique de la fillette, pardonnez-moi, de 8 à 14 ans. Donc, les filles vont se servir de ce modèle de relation pour, eux, s'inspirer dans leur propre relation personnelle de la vie de tous les jours. Donc, est-ce qu'encore là, c'est bien ou c'est moralement acceptable, on pourrait même s'embarquer là-dedans, de présenter, nous, en tant que société, ce type de modèle que nos enfants vont adopter pour leur propre relation. Donc, la fiction, en tant que telle, devient la réalité parce que, oui, la télé-réalité, c'est de la fiction. En réalité, il y a une grande partie de fiction. La scénarisation, il y a beaucoup de scénarisation. La production joue aussi un rôle comme un peu de maître de marionnette derrière les candidats. Ils vont servir de processus de manipulation pour guider les candidats à adopter certaines actions selon leur comportement, selon leur profil de personnalité. Tu parles, mettons, aussi des fausses relations que certaines jeunes filles pourraient, mettons, prendre ça comme base, mais on peut aussi parler des filles dans l'émission whatever qui peuvent peut-être servir de modèle pour ces jeunes filles-là, puis ça peut être quand même nocif, parce que quand on en parle, mettons, exemple de ces influenceurs, mettons des influenceurs sportifs sur Internet, là, que les jeunes filles se basent là-dessus pour avoir, exemple, que pour eux, un corps parfait, c'est ça, mais que c'est pas forcément atteignable ou whatever, ça peut aussi causer des problèmes chez les jeunes filles, là. Et je veux dire, parce que, selon moi, d'après ce que je connais de cette émission-là, faut quand même assez des standards pour y participer. Puis ces standards-là, c'est pas des standards naturels qu'un corps humain va avoir, whatever, tu sais, tu comprends un peu mon point, là. Mais c'est beaucoup, puis là, justement, tu voles un de mes futurs points, mais tant qu'à y être, je vais y parler tout de suite. En tout cas, dans les dernières saisons de l'émission Occupation Double, on peut remarquer, justement, j'ai fait une petite étude statistique, justement, sur cette émission. Puis il y a énormément de personnes, en tout cas de femmes, qui sont influenceuses dans la vie. Donc leur principal métier, c'est d'être influenceuse sur Internet, les réseaux sociaux. Et donc c'est ça, les influenceuses et les influenceurs en général vont chercher à avoir un physique attrayant pour justement attirer le public, les auditeurs. Puis ça vient aussi mettre une certaine fausseté dans, comme tu l'as mentionné, l'apparence physique, en fait, parce que c'est pas des corps qui sont considérés comme normaux. Il y a eu des modifications. On connaît toutes la chirurgie plastique, aussi les injections Botox, ou encore... tu veux ajouter... Bon, mettons, tu sais, aussi, on pourrait ajouter que ces personnes-là, c'est leur job de faire de la création de contenu ou justement de montrer certaines choses. Fait que pour eux, passer 10 heures au gym, ça fait un peu partie de leur travail. Là. C'est pas des activités qu'une personne ordinaire a le temps de faire si c'est un travail à temps complet, puis des affaires comme ça. Fait que ça amène que c'est pas des corps ou des standards forcément accessibles pour tout le monde ou naturels, comme on pourrait dire. Il y en a aussi qui vont beaucoup avec la perte de poids. Là, ils n'ont pas toujours des poids très santé là, pour avoir leur taille fine, mettons. Comme l'anorexie ou... Exactement, l'anorexie, c'est pas toujours santé, comment ils mangent, tout ça. Mm-hmm. Enfin, justement, ça peut amener à créer des problèmes chez les jeunes qui se disent si je veux avoir un corps comme ça, ben va falloir que j'arrête de manger ou que je mange moins. Ça peut créer plusieurs problèmes de santé après ça, ou même comportementaux aussi. Oui, c'est surtout qu'après, ils se basent sur ces corps-là. Parce que pour eux, après avoir regardé plusieurs fois ces émissions-là, pour eux, ce corps-là, c'est ça qu'il faut, c'est le corps ordinaire, puis c'est tout le monde
faut qu'il y ait ça, puis c'est leur standard, ça devient ça dans leur tête. Là. C'est aussi un peu ça qui est valorisé par la société, en fait. Si on regarde les publicités ou les grandes émissions, les grands films hollywoodiens, on va pas voir, toutes les personnes vont avoir un physique quasiment parfait. Donc, c'est quand on est très jeune exposé à ce modèle-là, ben c'est ça que les enfants vont considérer comme étant la normalité et la manière qu'ils devraient se comporter. Puis ça peut aussi expliquer plusieurs autres problématiques sociaux chez les jeunes enfants, les préadolescents, qui sont assez préoccupants. On pourrait s'embarquer dans des débats interminables là-dessus, mais j'aimerais que vous écoutiez encore une fois M. Pierre Barrette se pencher sur les points précédents qu'on vient de mentionner. Tu sais, dans ce que je te parlais tantôt, quand une émission c'est un format, donc ça vient avec des règles de fabrication, une recette, qu'on appelle une bible là, dans le monde de la télévision. Et cette bible-là, elle vient habituellement avec un casting assez précis. C'est-à-dire on cherche un tel type de personne, un tel type de personne, un tel type de personne. C'est assez précis. Tu sais, dans un amalgame là entre, je sais pas, 7-8 filles puis 7-8 gars, pour rester dans l'occupation double, c'est sûr qu'on va toujours aller chercher, bon, tu sais, la fille qui est très extravertie, qui est très émotive, qui va péter une coche à rien. On va aller chercher la fille un peu plus discrète, qui se montre pas trop, et tout ça. Il y a toujours, avec la télé-réalité, il y a dans le casting, il y a aussi des rôles, surtout dans la télé-réalité américaine, il y a des rôles particuliers qui sont associés avec la différence, pas la différence, mais l'origine ethno-culturelle. Tu sais, on donne certains types de rôles à des personnes afro-américaines par rapport à des blancs. La petite blonde, très jolie, on la castera pas, on lui donnera pas un casting, le même genre de casting qu'à la personne noire. Tu sais, bon, tu sais, il y a toujours un peu de racisme latent aussi dans ces émissions-là. Ça passe aussi par le type de casting. Mais en général, ce qu'on appelle donc le casting, c'est le fait de trouver des personnes qui, une fois dans un espace commun, ça va faire des flamèches, des flamèches en bien ou en moins bien. Là. C'est-à-dire que la télé-réalité, ça fonctionne bien quand il y a des personnalités contrastées et tout ça. Donc ça, c'est le premier rôle de la production, c'est de faire un bon mixte. Hein. C'est de faire un bon mixte de personnes. Alors, c'était encore une fois Pierre Barrette, professeur à l'École des médias à l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Montréal. Donc, nos invités, qu'avez-vous pensé de ce qu'il vient de dire, en fait, de préciser sur les points abordés précédemment? Je vais commencer. Moi, je trouve que il n'y a pas tant d'affaires à dire. Il y a vraiment tout dit. Là. Je trouve que ça dépend de quelle vision tu regardes cette émission-là. Si tu regardes plus au niveau du divertissement, tu ne feras pas ces réflexions-là. Mais si tu regardes ça d'un point de vue un peu plus critique, tu te rends compte forcément que c'est pas tout vrai, puis que les gens jouent des rôles, puis même quand tu regardes là, souvent les informations qui passent sur les réseaux, tu sais que les personnes qui gagnent l'émission enfin, là, ils restent jamais forcément ensemble. Là. C'est très rare que ça arrive. Là. Ouais, ben je pense qu'une fois plus vieux, justement, tu t'en rends compte, mais c'est ça qui est le problème aussi quand on est plus jeune, c'est beaucoup plus difficile de s'en rendre compte parce que t'as pas la même mentalité, t'as pas le même regard critique, t'as pas la même expérience de vie non plus, fait que tu sais pas nécessairement comment c'est supposé être. Fait que oui, plus vieux, on se rend compte facilement que c'est pas la réalité, mais quand on est plus jeune, on a plus tendance à être porté à croire que c'est ça, puis à être influencé par ça. J'aime beaucoup ton point, Cassandre, justement. Ça pourrait encore une fois poser question sur est-ce que c'est moralement acceptable de permettre à des jeunes filles, des jeunes garçons aussi, en tout cas des préadolescents, d'écouter, de consommer ce genre d'émission sans avertissement au préalable ou qui n'ont pas le développement critique encore pour aider ces réflexions-là. Puis c'est un point qui est quand même très pertinent. Donc, sur un autre ordre d'idée complètement, on va s'enligner sur les techniques de publicité et de diminution des coûts en réalité, parce que les téléréalités, c'est un média, en fait, un style de télé qui cherche beaucoup à couper les coûts un peu partout, parce qu'ils n'auront pas les grands budgets comme toutes les grandes scénarisations d'Hollywood et les grands cinémas de ce monde, donc ils vont chercher à couper des coûts. Donc, ils vont d'abord utiliser les techniques de marketing. Les techniques de marketing qu'on va voir dans les télé-réalités, ça va être beaucoup de publicité. Donc, il y a beaucoup de publicité que j'ai pu relever justement sur les alcools ou des produits un peu plus pour adultes ou pour des produits hygiéniques pour femmes notamment, ou encore de construction ou
Vous voyez un peu le genre. Et ça va être soit dans des publicités, disons une émission de 20 minutes, il va y avoir plusieurs séquences publicitaires. Je pense que c'est sur l'ordre de 3 ou 4 séquences publicitaires dans une émission de 20 minutes. C'est quand même assez élevé. Et aussi le placement de produits, le fameux placement de produits qu'on voit un peu partout aujourd'hui. Et je suis tombé justement lors de mes extraits, mes analyses, sur une émission où 7 minutes du 20 minutes de l'émission était sur une publicité pour les lunettes. Donc les candidats se promenaient avec les lunettes et vantaient que les lunettes étaient les plus belles lunettes qu'ils n'avaient jamais portées de leur vie. Et ça durait 7 minutes sur l'épisode au complet. Donc j'ai été assez surpris de cette publicité très flagrante, en fait, qu'on me présentait comme ça normalement, comme si tout était normal. Et les candidats aussi étaient très peu crédibles dans leur rôle de publicitaire, je dois le mentionner, ce point. Donc, est-ce que vous avez remarqué, disons, s'il y en a d'entre vous qui ont regardé un peu les téléréalités, ce genre de... Ben, j'ai déjà remarqué des publicités comme justement sur des produits d'alcool quand on va au magasin, ça arrive, mais j'ai jamais vraiment regardé l'émission, je sais pas. Moi, pour le peu que j'ai vu d'extraits de l'émission, quand j'ai des proches à moi qui l'écoutaient, ben, tu sais que souvent, durant l'émission, tu vas avoir une pub qui va présenter un produit. Fait que c'est comme très flagrant, là, si tu le remarques, puis je trouve ça pas normal là, de montrer nécessairement. Est-ce que ça gâche un peu l'expérience de divertissement? C'est comme tantôt tu parlais, ceux qui regardent pour le divertissement, ouais. Est-ce que ça pourrait un peu gâcher un peu cette expérience? Ben oui, puis surtout, je sais pas si je vole un autre de tes points, mais je veux partir sur l'affaire que si tu regardes l'âge des personnes qui regardent l'émission, puis tu fais des publicités d'alcool, si tu fais une publicité d'alcool, puis que les clients de l'émission, c'est des jeunes filles de 11 ans, alors c'est pas très éthique, là. Au niveau d'égalité, on est assez limite, là. Mais... Je comprends très, très clairement ton point, puis... Donc on va écouter justement encore une fois notre expert qui va expliquer un peu la publicité chez les téléréalités en fait. En général, ça coûte quand même pas mal moins cher que la fiction. Donc ça c'est intéressant. Puis bon, il y a d'autres raisons aussi, c'est que dans presque tous les pays, il y a des règles assez strictes sur ce qu'on appelle le placement de produits en fiction. Tu sais, par exemple, des gens qui sont assis à table là, dans une fiction, puis tout à coup se mettent à manger des céréales Kellogg's, là, tu sais, des Rice Krispies ou des Bran Flakes. Puis là, ben, tu vois la marque qui apparaît à l'écran. Ça, c'est un peu compliqué. Aux États-Unis, ils sont assez libres là-dessus, mais dans beaucoup de pays, c'est assez compliqué, notamment au Canada, faire du placement de produits, c'est quelque chose d'assez compliqué. Alors que la télé-réalité, vu que c'est pas de la fiction, il y a beaucoup plus d'ouverture pour le placement de produits. Donc, il y a toutes sortes de manières d'introduire de la publicité, directe ou indirecte, des commanditaires et tout ça, qui fait qu'on peut aller chercher de l'argent. Donc, ça coûte moins cher, on peut aller chercher plusieurs sources de financement. Donc, on vient encore une fois d'entendre Pierre Barrette, professeur à l'Université de Montréal, le département des médias, qui vient de nous expliquer le fonctionnement de la télé-réalité, donc comment ils vont chercher du financement, beaucoup de placements de produits, beaucoup de publicité. Pour continuer un peu sur la même vague d'idées, on pourrait rajouter aussi, justement, je pense qu'Olivier a un point à mentionner. La limite, la ligne entre la fiction et la télé-réalité, ça se trouve où exactement? Là? Concernant, disons, le financement, les limites sont assez floues en réalité pour distinguer bien les deux genres. Comme par exemple, la télé-réalité, comme on s'entend, va être, disons, plus réelle, entre guillemets. On met des gros guillemets sur ça. Parce qu'on sait, en théorie, que la production vient jouer un peu, comme je l'ai mentionné plus tôt, un rôle de maître de marionnette. Donc, il va influencer indirectement ou directement certains candidats. T'sais, comme au niveau de la sélection que Pierre Barrette parlait plus tôt, déjà là, il y a une forme de scriptage qui se fait pour que ça crée certains comportements que la production va pouvoir exploiter, ce qu'on appelle le drama, va pouvoir exploiter pour justement son émission, rentabiliser son émission. Puis, une autre limite entre la différence entre les deux, c'est que la fiction va utiliser des acteurs. Donc, les acteurs sont payés. Les candidats de télé-réalité ne sont pas payés. Il va bien sûr avoir des prix de participation ou des prix à gagner justement pour ça, mais c'est pas un salaire. Donc c'est là qu'on vient faire un petit peu une distinction entre les deux, puis c'est là que les publicitaires justement peuvent se permettre d'être plus libres dans les téléréalités
dans la fiction. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à la question. Là. Donc, c'est des excellentes questions que nos invités ont ce soir pour nous. Donc, maintenant, on serait pas mal rendu à l'aspect des solutions. Donc, je vais d'abord faire un tour de table, voir vous, qu'est-ce que vous pensez comme solution. Donc, une solution, ce qu'on recherche, c'est que là, la problématique qu'on a peut-être pu remarquer, c'est que le public qui regarde ça majoritairement, ce sont des très jeunes filles, des préadolescentes qui consomment de l'émission. Il y a énormément de publicité. Donc, c'est un sujet qui est très en contact avec différentes sortes de publicités qui ne sont pas nécessairement adaptées pour leur âge. On voit aussi que l'émission est passée souvent sur les heures des grandes écoutes. Puis juste un aparté comme ça, le coup de maître en fait, de la télé-réalité, c'est qu'ils ont réussi à attirer un public jeune. Parce que, on va s'entendre là-dessus, aujourd'hui, on est en 2026, les réseaux sociaux, Internet, les plateformes de diffusion en continu comme Netflix et compagnie, les jeunes sont beaucoup plus là-dessus, sont beaucoup plus sur ce genre de plateforme. Les télé-réalités ont réussi à réattirer un public jeune, donc jeune adulte ou encore une fois préadolescente, adolescente, adolescent, etc., sur la télévision traditionnelle, où qu'on peut faire passer beaucoup plus de publicité, sans nécessairement les mettre sur le mute, la sourdine en français, ou avant qu'on puisse avancer les publicités, ou justement juste ne pas avoir de publicité avec ce qu'on appelle les ad blockers en anglais, donc les bloqueurs d'annonces. Donc, c'est un coup de maître, en fait, du genre d'émission pour attirer un public jeune. Parce que le public jeune, c'est un public, comme Pierre Borette l'expliquait en entrevue, c'est un public qu'on peut venir fidéliser beaucoup plus jeune. Donc, il va être fidèle sur une plus longue durée de vie que, par exemple, des personnes qui sont plus âgées, qui regardent la télévision traditionnelle, comme, disons, des personnes âgées ou, disons, qu'est-ce qu'on a, 50 ans et plus, 60 ans et plus. Donc, c'est un autre coup de maître. Mais pour revenir à la question solution, donc, un peu comme on parlait du point de vue moral, que ce soit des jeunes personnes qui sont exposées à beaucoup de publicité, à des modèles de comportement, des modèles de comportement, oui, exactement, qui vont s'inspirer, qui vont utiliser dans leur vie de tous les jours, donc dans leur relation, pour définir une vie de couple. Donc, est-ce qu'on aurait des solutions qu'on pourrait adapter pour... J'ai juste une question. Oui. C'est quoi la cote d'âge, mettons, les films, les whatever, les séries ont généralement un âge recommandé. Une âge limite, un âge recommandé. Là. C'est une excellente question que vient de poser notre invité. En fait, je fais une petite recherche présentement et là, je regarde que la limite d'âge est fixée à 16 ans. Mais ça, encore une fois, c'est l'intelligence artificielle sur Internet qui me l'a dit. Avec des recherches plus poussées, on pourrait arriver avec des meilleures réponses. Mais c'est effectivement une question qui serait très pertinente à poser. Donc, on va revenir avec les solutions. Donc, justement, mettre une limite d'âge. Je pense que c'est là-dessus que tu t'enlignais. Ouais, pas mal là-dessus, je m'enlignais. Quelque chose de plus raisonnable, question que le public qui regarde ça soit pas des préadolescentes, adolescents, whatever. Tu sais, je veux dire, c'est surtout ça le problème. Il faudrait que ça aide des plus vieux. Ben, je pense qu'avec ça, je pense qu'avec ça, il faudrait ajouter genre un aspect un peu de prévention puis d'éducation parce que justement, même s'il y a une limite d'âge, si les parents permettent d'écouter ça aux jeunes, ça va pas changer grand-chose. Fait que je pense qu'il faudrait essayer d'informer plus les gens des répercussions que ça pourrait avoir auprès des plus jeunes, des adolescentes et adolescents aussi, au niveau de leur vie sociale puis comportementale, tout ça. C'est comme je pense qu'on l'a mentionné tantôt, mais le faire jouer plus tard, ce serait peut-être pertinent aussi pour éviter que les plus jeunes l'écoutent. Mettre des avertissements aussi, comme au début, comme certaines émissions disent whatever, l'émission est violente ou quelque chose, mais il peut y avoir un avertissement comme quoi que c'est de la fiction un peu. Là, c'est pas de la fiction, mais c'est pas la vraie vie. Là. Ouais, c'est la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Là. Tu mets de la prévention là-dessus pour au moins si c'est pas mis dans l'émission, de dire aux parents, peut-être de dire aux jeunes filles de pas se fier là-dessus, genre pour une relation, whatever, de leur expliquer que c'est pas vrai. Là. On va faire de la sensibilisation. Ouais, c'est ça. Je trouve que ça serait pertinent de faire ça là, pour éviter peut-être des problèmes futurs. Ben, c'est des solutions excellentes en fait, puis j'en suis arrivé exactement aux mêmes conclusions que vous, surprenamment, ou pas. En fait, c'est des conclusions qui sont très, très logiques. En fait, moi, je suis parti sur un concept de la télé-réalité, justement, se base beaucoup, en tout cas récemment, sur le fonctionnement des réseaux sociaux.
Et donc, les réseaux sociaux, comme on l'a vu en Australie récemment, ils ont été mettre une limite d'âge, etc. Donc, peut-être mettre une limite d'âge sur l'émission, comme Olivier le mentionnait, pourrait être une solution qui c'est quand même très bon. Mais je pense que la meilleure, en fait, solution, c'est la sensibilisation, comme Cassandre le mentionnait. Parce que même s'il y a une limite d'âge, même si l'émission se diffuse plus tard, il y a toujours moyen de l'enregistrer pour la regarder par après. C'est difficilement enforçable comme... C'est ça, ouais. Mais c'est ça serait plus dans ce genre de cadre-là. Mais c'est vraiment les parents. C'est le rôle des parents de donner une bonne éducation à leurs enfants. Et en sensibilisant les parents aux dommages que cette émission, ce style d'émission peut créer chez les jeunes. Je pense que c'est sur ce moyen que nous arriverons à peut-être trouver une solution et à rendre plus moral, peut-être même changer un peu la norme, en fait. C'était très, très, très intéressant comme discussion que nous avons eue, justement. Donc, sans plus tarder, on va conclure ce balado, cet épisode de balado, en fait, qui a été extrêmement plaisant à réaliser. En fait, personnellement, j'ai eu beaucoup de fun à regarder Occupation Double. Non, pas à regarder Occupation Double, ça, je vais être franc avec vous. Ce fut parmi les périodes les plus difficiles de ma vie d'intellectuel de regarder ce type d'émission. Mais il y a eu des souches intéressantes, comme le 7 minutes de publicité de lunettes, que je vais me souvenir probablement toute ma vie, donc il y a une petite anecdote, mais oui, effectivement. Donc, sans plus tarder, on va clore l'émission en remerciant d'abord mon co-animateur Zachary Deschênes, finissant en sciences humaines comme moi. Olivier Lacroix, étudiant en informatique, 4e session, graduant l'année prochaine. Et Cassandre Pellerin, étudiante en technique policière, qui gradue dans 2 ans quant à elle. Donc, ça fut très intéressant d'entendre vos points de vue en tant qu'invité, puis regard extérieur sur notre présentation. Et merci beaucoup, vous, auditeurs fidèles. Merci encore. On te remercie aussi, Zach, d'avoir été notre magnifique animateur. Ah, c'est... Pas magnifique. Ouais, c'est ça. Je suis très... On est magnifique au niveau de la parole. Alors, merci beaucoup et on vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde, c'est Isaac Smith, mais cette fois-ci au montage. Nous avons oublié de mentionner à la fin de la présentation, en fait, de remercier ceux sans qui ce projet aurait été impossible à réaliser. Donc, nous remercions Pierre Barrette, professeur à l'école des médias, le professeur d'économie à l'UQAM, Martin Julien, ainsi que Miguel Charlebois, notre professeur de projet d'intégration, lui qui conduit ce projet jusqu'à la fin de la session. Donc un gros merci à toutes ces personnes et j'espère que vous avez aimé cet épisode de balado.